Histoire Le poisson qui parle. Bien avant la naissance de votre arrière-grand-père, vivaient dans le village du bonheur éternel deux hommes appelés Li et Sing. Or, ces deux hommes étaient des amis proches et vivaient ensemble dans la même maison. Avant de s'installer dans le village du bonheur éternel, ils avaient régné en tant que hauts fonctionnaires pendant plus de 20 ans. Ils avaient souvent traité les gens très durement, de sorte que tout le monde, vieux et jeune, les détestait et les détestait. Et pourtant, en volant les riches marchands et en trompant les pauvres, ces deux méchants compagnons étaient devenus riches, et c'est pour dépenser leurs gains mal acquis en de vains divertissements qu'ils cherchèrent le village du bonheur éternel. Car ici, dirent-ils, nous pouvons sûrement trouver cette joie qui nous a été refusée partout ailleurs. Ici, nous ne serons plus méprisés par les hommes et injuriés par les femmes. En conséquence, ces deux hommes achetèrent la plus belle maison du village, la meubleront de la manière la plus élégante et décorèrent les murs de rouleaux remplis de sages paroles et de tableaux d'artistes célèbres. Dehors, il y avait de jolis jardins remplis de fleurs et d'oiseaux, et, de nombreux arbres aux étranges branches tordues poussant en forme de tigres et d'autres animaux sauvages. Chaque fois qu'ils se sentaient seuls, Li et Sing invitaient les riches du quartier à venir dîner avec eux, et après avoir mangé, ils sortaient parfois sur le petit lac au centre de leur domaine, ramant dans un bateau à fond plat encombrant, qui avait été construite par le charpentier du village. Un jour, en pareille occasion, alors que le soleil tapait violemment sur les têtes rasées de tous ceux qui étaient à bord de la petite barge, car vous devez savoir, c'était bien avant le jour où l'on portait des chapeaux, du moins dans le village du bonheur éternel, monsieur Li fut soudainement saisi d'un sentiment de vertige, qui s'aggrava rapidement jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une fièvre brûlante. Le sang de serpent mélangé à de la poudre de corne de cerf est ce qu'il lui faut, a déclaré le médecin à l'air sage qui a été appelé, scrutant Li attentivement à travers ses énormes lunettes. Soyez sûr, a-t-il poursuivi en s'adressant au préposé personnel de Li, et, en même temps, claquant nerveusement ses longs ongles, veillez surtout à ne pas le laisser seul, car il risque de devenir fou à tout moment, et je ne saurais dire ce qu'il fera s'il n'est pas soigné avec soin. Un homme dans son état n'a pas plus de bon sens qu'un bébé. Maintenant, bien que ces paroles du médecin aient vraiment mis monsieur Li en colère, il était trop malade pour répondre, car pendant tout ce temps, sa tête devenait de plus en plus chaude, jusqu'à ce qu'enfin un sommeil fébrile l'envahisse. À peine avait-il fermé les yeux que son fidèle serviteur, à moitié affamé, se précipita hors de la pièce pour rejoindre ses camarades au repas de midi. Li se réveilla en sursaut. Il n'avait dormi que 10 minutes. De l'eau, gémit-il. Lave-moi la tête avec de l'eau froide. Je suis à moitié mort de douleur. Mais il n'y eut pas de réponse, car le domestique dînait joyeusement avec ses camarades. De l'air, gémit monsieur Li en tirant sur le col de sa chemise en soie. Je meurs d'envie d'eau. J'ai faim d'air. Cette chaleur torride va me tuer. Il fait plus chaud que le dieu du feu lui-même n'a jamais rêvé de le faire. Hoang, frappant faiblement dans ses mains et appelant son serviteur. De l'air et de l'eau. Mais toujours pas de Hoang. Finalement, avec la force que l'on dit venir du désespoir, monsieur Li s'est levé de son canapé et a titubé vers la porte. Il sortit dans la cour pavée, puis, après seulement un instant d'hésitation, la traversa dans un passage étroit qui menait au jardin du lac. Qu'importe-t-il pour un homme quand il est malade? Il murmura.
Mon bon ami Singh profite sans doute encore actuellement de sa sieste de l'après-midi, avec un domestique prêt à l'aérer et un bloc de glace près de sa tête pour rafraîchir l'air. Que lui importe si je meurs d'une forte fièvre? Espère hériter de tout mon argent. Et de mes serviteurs. Ce coquin de Wang est avec moi depuis 10 ans, vivant de moi et devenant de plus en plus paresseux à chaque saison. Que lui importe si je décède? Il est sans doute certain que les serviteurs de Singh penseront à quelque chose à faire, et il aura encore moins de travail qu'aujourd'hui. De l'eau? De l'eau. Je mourrai si je ne trouve pas bientôt un endroit pour me tremper. En disant cela, il arriva au bord d'un petit ruisseau qui coulait par une porte d'eau située sur un côté du jardin et se jetait dans le grand étang à poissons. Se jetant au bord d'un petit ruisseau, Li baigna ses mains et ses poignets dans l'eau fraîche. Comme c'est délicieux! Si seulement elle était assez profonde pour couvrir tout son corps, avec quelle joie il s'y jetterait et profiterait du bonheur de son étreinte rafraîchissante. Il resta longtemps allongé par terre, se réjouissant d'avoir échappé aux griffes du médecin. Puis, comme la fièvre recommençait à monter, il se leva en poussant un cri déterminé. « Qu'est-ce que j'attends? Je le ferai. Il n'y a personne pour m'en empêcher, et cela me fera beaucoup de bien. Je me jette la tête la première dans l'étang à poissons. Il n'est pas assez profond près du rivage pour me noyer si je devais être trop faible pour nager, et je suis sûr que cela me redonnera force et santé. » Il se précipita le long du petit ruisseau, courant presque dans son empressement à atteindre les eaux plus profondes de l'étang. Il ressemblait à un petit Tom Brown qui s'était échappé du regard vigilant du maître et courait jouer dans un endroit interdit. Écoutez. Était-ce un domestique qui appelait? Wang avait-il découvert l'absence de son employeur? Allait-il donner l'alarme? Et l'endroit tout entier serait-il bientôt rempli d'hommes à la recherche du patient fiévreux? Avec un dernier soupir de satisfaction, Li se jeta, avec ses vêtements et tout, dans les eaux calmes de l'étang à poissons. Or, Li avait grandi dans la province de Fujian, au bord de la mer, et était un excellent nageur. Il plongea et éclaboussa à sa guise, puis flotta à la surface. Cela me ramène à mon enfance, s'écrie-t-il. Pourquoi? Oh pourquoi? Ce n'est pas la mode de nager? J'adorerais vivre tout le temps dans l'eau et pourtant certains de mes compatriotes ont encore plus peur que moi. Un chat de se mouiller les pieds. Quant à moi, je donnerais tout pour rester ici pour toujours. Tu le ferais? Hein? Gloussa une voix rauque juste au-dessous de lui, puis il y eut une sorte de sifflement, suivi d'un grand éclat de rire. Monsieur Li a sursauté comme si une flèche l'avait frappé, mais lorsqu'il a remarqué le gros et laid monstre en dessous, sa peur s'est transformée en colère. Écoutez, qu'entendez-vous par donner un tel sursaut à un type? Ne savez-vous pas ce que disent les classiques d'une telle grossièreté? Le poisson géant rit encore plus fort. À quelle heure pensez-vous que j'ai pour les classiques? Vous me faites rire jusqu'à pleurer. Mais vous devez répondre à ma question, criait Monsieur Li avec de plus en plus d'insistance, oubliant pour l'instant qu'il ne jugeait pas un pauvre coupable pour un délit mineur. Pourquoi as-tu ri? Parle tout de suite. Mon gars. Eh bien, puisque vous êtes si déluré, rugit l'autre, je vais vous le dire. C'est que vous, créatures maladroites, qui vous dites hommes, les êtres les plus civilisés du monde, croyez toujours que vous comprenez une chose pleinement quand on vient tout juste de découvrir comment la faire. Vous parlez des nains insulaires, des Japonais, interrompit Monsieur Li. Nous, Chinois, entreprenons rarement de faire quelque chose de nouveau. Écoutez simplement l'homme, rigola le poisson.
Maintenant, imaginez que vous souhaitiez rester dans l'eau pour toujours. Que savez-vous de l'eau? Pourquoi ne disposez-vous même pas de l'équipement approprié pour nager? Que feriez-vous si vous viviez vraiment toujours ici? Qu'est-ce que je fais maintenant? Balbutia Monsieur Li, tellement en colère qu'il aspira une gorgée d'eau avant de s'en rendre compte. En pataugeant, rétorqua l'autre. Tu ne me vois pas nager? Tes grands yeux sont-ils en verre? Oui. Je te vois bien. S'esclaffa le poisson. C'est justement ça. Je te vois trop bien. Pourquoi tu te retournes aussi maladroitement qu'un buffle d'eau se vautrant dans une flaque de boue? Maintenant, comme Monsieur Li s'était toujours considéré comme un expert en sport nautique, il était, à ce moment-là, sans voix de rage, et tout ce qu'il pouvait faire était de pagayer faiblement en rond avec des coups juste assez forts pour s'empêcher de couler. Alors aussi, continua le poisson, de plus en plus calme à mesure que l'autre s'énervait, tu as une très mauvaise respiration. Si je ne me trompe, au fond de cet étang tu te trouverais plus mal que je devrais être au sommet d'un palmier. Que feriez-vous pour ne pas mourir de faim? Pensez-vous que ce serait pratique si vous deviez vous affaler sur la terre chaque fois que vous avez envie de manger un morceau? Et pourtant, étant un homme, je doute sérieusement que vous seriez content de prendre de la nourriture appropriée pour les poissons. Vous n'avez pratiquement aucune caractéristique qui vous rendrait satisfait si vous deviez rejoindre une école sous-marine. Regardez aussi vos vêtements. Imbibés d'eau et lourds. Pensez-vous qu'ils soient adaptés pour vous protéger du froid et des maladies? La nature a oublié de vous donner des écailles. Maintenant, je vais vous raconter une blague. Alors vous devez être sûr de rire. Les poissons sont comme l'épicerie-magasin toujours jugés par leurs écailles. Comme vous n'avez pas le signe d'une écaille, comment les gens vous jugeront-ils? Vous voyez le point? Hein? La nature vous a donné une peau, mais a oublié l'enveloppe extérieure, sauf peut-être aux extrémités de la peau. Tes doigts et tes orteils. Tu comprends sûrement à ce moment-là pourquoi je considère ton idée ridicule? Effectivement, malgré sa récente grave crise de fièvre, Monsieur Li s'était vraiment complètement calmé. Il n'avait jamais compris auparavant quels grands inconvénients il y avait à être un homme. Pourquoi ne pas profiter de cette rencontre fortuite? Demander auprès de lui comment se débarrasser de ce misérable bien qu'il avait appelé sa virilité, et acquérir les délices que seul un poisson peut avoir? Alors, êtes-vous vraiment content de votre sort? Demanda-t-il finalement. N'y a-t-il pas des moments où tu préférerais être un homme? Je suis un. Tonna l'autre en fouettant l'eau avec sa queue. Comment osez-vous suggérer un changement aussi honteux? Se pourrait-il que vous ne connaissiez pas mon rang? Eh bien, mon ami, vous voyez en moi un neveu préféré du roi. Alors, plaise à votre seigneurie, dit doucement Monsieur Li, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous vouliez dire un mot gentil pour moi à votre maître. Pensez-vous qu'il soit possible qu'il puisse me transformer d'une manière ou d'une autre en un poisson et m'accepter comme sujet? Bien sûr, répondit l'autre. Tout est possible au roi. Ne sais-tu pas que mon souverain est un fidèle descendant du grand dragon d'eau et, en tant que tel, ne peut jamais mourir, mais vit encore et encore, pour toujours et à jamais. Et toujours, comme la maison dirigeante du Japon? Oh, oh, haleta Monsieur Li, même le Fils du ciel, notre empereur le plus vénéré, ne peut pas se vanter d'avoir vécu de si longues années. Oui, je donnerai ma fortune pour être un disciple de votre maître impérial. Alors suis-moi, rit l'autre, commençant à un rythme qui faisait siffler et bouillir l'eau sur 10 pieds autour de lui. Monsieur Li a lutté en vain pour suivre le rythme. S'il s'était considéré comme un bon nageur,
Il réalisait maintenant son erreur et tout ce qui lui restait de fierté était réduit en miettes. S'il vous plaît. Attendez un moment, cria-t-il poliment. Je vous supplie de vous rappeler que je ne suis qu'un homme. Pardonnez-moi, répondit l'autre. C'était bête de ma part d'oublier. D'autant plus que je venais d'en parler. Bientôt, ils atteignirent une crique abritée de l'autre côté de l'étang. Là, Monsieur Lee a vu une carpe gigantesque flotter paresseusement dans un bassin peu profond, puis flirter paresseusement avec sa queue énorme ou agiter fièrement ses nageoires d'un côté à l'autre. Les courtisans se précipitaient çà et là, prêts à exécuter les moindres ordres du maître. L'un d'eux, magnifiquement vêtu d'écarlate royale, annonça, en inclinant la tête vers le bas, l'approche du neveu du roi qui conduisait Monsieur Lee à une audience avec Sa Majesté. « Qui as-tu ici, mon garçon ?» commença le souverain, alors que son neveu, hésitant à trouver des mots pour expliquer son étrange demande, bougeait nerveusement ses nageoires d'avant en arrière. « Étrange compagnie, il me semble, que vous tenez ces jours-ci. Seulement un pauvre homme, très royal monsieur, répondit l'autre, qui supplie votre Altesse de lui accorder votre gracieuse faveur. Quand l'homme demande faveur d'un poisson, il est difficile de comprendre son souhait. Il cherche souvent un plat seigneurial à servir sur sa table, répéta le roi en souriant. Et pourtant, neveu, tu penses que cet homme est réellement enclin à la paix et qu'il ne vient pas parmi nous comme espion? Avant que son ami ne puisse répondre, Monsieur Lee s'était jeté à genoux dans l'eau peu profonde. Devant la noble carpe, et s'était incliné 3 fois, jusqu'à ce que son visage soit barbouillé de boue provenant du fond de la piscine. En effet, Votre Majesté, je ne suis qu'un pauvre mortel qui recherche votre bienveillante grâce. Si seulement vous consentiez à me recevoir dans votre banc de poissons. Je serai à jamais votre ardent admirateur et votre humble esclave. En vérité, cet homme parle comme s'il était sérieux, remarqua le roi après un moment de réflexion, et bien que cette demande soit peut-être la plus étrange que j'ai jamais entendue, je ne vois vraiment aucune raison pour laquelle je ne devrais pas me tourner vers lui. Une oreille de poisson. Mais, ayez la bonté d'abord de cesser de vous incliner. Vous remuez assez de boue pour plâtrer le palais royal d'un requin. Le pauvre Lee, rougissant devant les reproches du monarque, attendit patiemment la réponse à sa demande. Très bien. Qu'il en soit ainsi, s'écria impulsivement le roi. Votre souhait est exaucé. Sir Trao, se tournant vers l'un de ses courtisans, apportez ici une peau de poisson de taille convenable pour cet ambitieux. À peine dit que c'était fait. La peau de poisson a été glissée sur la tête de Monsieur Lee, et tout son corps a été bientôt bien enveloppé dans le pelage écailleux. Seuls ses bras restaient découverts. En un clin d'œil, Lee sentit de vives douleurs traverser chaque partie de son corps. Ses bras commencèrent à se ratatiner et ses mains changèrent peu à peu jusqu'à former une excellente paire de nageoires, aussi bonnes que celles du roi lui-même. Quant à ses jambes et ses pieds, ils commencèrent soudain à se coller jusqu'à ce que, se tortillant comme il le faisait, Lee ne puisse plus les séparer. Ah! Ah! Pensa-t-il, mes jours de coups de pied sont terminés, car mes orteils sont maintenant transformés en une queue de première classe. Pas si vite, rit le roi, tandis que Lee, après avoir remercié abondamment le personnage royal, commençait à essayer ses nouvelles palmes. Pas si vite, mon ami. Avant de partir, je ferais peut-être mieux de te donner un petit conseil amical, sinon tes nouveaux pouvoirs risquent de te faire tomber sur l'hameçon d'un pêcheur chanceux, et tu te retrouveras servi comme un prix de l'étang.
J'écouterai volontiers vos conseils seigneuriaux, car les paroles du Très-Haut à son humble esclave sont comme des perles devant des limaces de mer. Cependant, comme j'ai moi-même été un homme, je pense comprendre les astuces simples qu'ils utilisent pour nous attraper du poisson. Et je suis donc en mesure d'éviter les ennuis. N'en soyez pas si sûrs. Une carpe affamée tombe souvent en danger, comme l'a si judicieusement fait remarquer l'un de nos sages. Il y a 2 précautions que je voudrais vous faire comprendre. L'une est de ne jamais, manger un ver qui pend. Double point. Aussi tentant que cela puisse paraître, il y aura sûrement d'horribles hameçons à l'intérieur. Deuxièmement, nagez toujours comme l'éclair si vous voyez un filet, mais dans la direction opposée. Maintenant, je vais vous faire servir votre premier repas dans le garde-manger royal, mais après cela, vous devrez chasser pour vous-même, comme tout autre citoyen du monde aquatique qui se respecte. Après que Lee ait été nourri de plusieurs limaces, suivi d'un verre juteux en dessert, et après avoir remercié une nouvelle fois le roi et le neveu du roi pour leur gentillesse, il commença à tester sa queue et ses nageoires. Au début, il n'était pas facile de les déplacer correctement. Un seul mouvement de queue, pas plus vigoureux que ceux qu'il avait l'habitude de donner avec ses pattes, le faisait tournoyer dans l'eau, pour tout le monde comme une toupie vivante. Et quand il remuait légèrement ses nageoires, comme il le pensait, il se retrouva affalé sur le dos d'une manière des plus ridicules pour un membre digne de l'espèce poisson. Il lui fallut plusieurs heures de pratique constante pour obtenir le bon coup, puis il découvrit qu'il pouvait se déplacer sans être conscient du moindre effort. C'était la chose la plus facile qu'il ait jamais faite dans sa vie. Et oh, l'eau était si fraîche et délicieuse. Puisse-je profiter de cette vie sans fin dont parlent les poètes? Murmura-t-il joyeusement. De nombreuses heures s'écoulèrent jusqu'à ce que Lee soit enfin obligé d'admettre que, même s'il n'était pas fatigué, il avait certainement faim. Comment se procurer quelque chose à manger? Oh! Pourquoi n'avait-il pas posé quelques questions simples au sympathique neveu? Avec quelle facilité sa seigneurie aurait pu lui indiquer le chemin pour prendre un bon petit déjeuner. Mais hélas, sans ses conseils, ce serait la tâche d'une baleine de l'accomplir. Il nageait çà et là, dans les eaux profondes et calmes et le long du rivage boueux. En bas, jusqu'au fond de galets, toujours à la recherche d'un ver tentateur. Il plongea dans les herbes et les joncs, fourra son nez parmi les nénuphars. Tout ça pour rien. Pas de mouche ni de vers d'aucune sorte pour réjouir ses yeux avides. Une autre heure s'écoula lentement, et pendant tout ce temps sa faim devenait de plus en plus grande. Le dieu poisson, le puissant dragon, ne lui accorderait-il pas ne serait-ce qu'un petit morceau pour satisfaire son estomac douloureux, d'autant plus que, maintenant qu'il est un poisson, il n'a plus aucun moyen de se serrer la ceinture, comme le font les soldats affamés lorsqu'ils sont en route. Une marche forcée, juste au moment où Lee commençait à penser qu'il ne pourrait plus remuer sa queue un instant de plus, et que bientôt, très bientôt, il se sentirait glisser jusqu'au fond de l'étang pour mourir à ce moment précis, par hasard. Levé les yeux, il a vu, ô joie, un délicieux ver rouge qui pend à quelques centimètres au-dessus de son nez. Cette vue a donné une nouvelle force à ses nageoires et à sa queue fatiguée. Encore une minute, et il aurait eu le morceau délicat dans la bouche, quand hélas, il se souvint par hasard des conseils que lui avait donnés la veille le grand roi Carpe. Peu importe à quel point cela semble tentant, il y aura sûrement d'horribles crochets à l'intérieur. Lee hésita un instant. Le ver flottait un peu plus près de sa bouche entr'ouverte. Comme c'est tentant.
Après tout, qu'est-ce qu'un hameçon pour un poisson lorsqu'il mourait? Pourquoi être un lâche? Peut-être que ce ver était une exception à la règle, ou peut-être n'importe quoi. En réalité, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un poisson dans une situation aussi difficile que Monsieur Lee suive les conseils, même ceux d'un vrai roi populaire. Il l'avait dans la bouche. Au morceau moelleux, digne du désir d'un roi. Désormais, il pouvait rire des paroles de sagesse et manger tout ce qui lui tombait sous les yeux. Mais quel était ce sentiment étrange que... Aïe! C'était le crochet fatal. Avec une secousse frénétique et une centaine de rebondissements, le pauvre Lee cherchait à s'écarter de la cruelle barbe qui lui coinçait si vite dans le palais. Il était maintenant trop tard pour souhaiter qu'il ait évité la tentation. Mieux vaut mourir de faim au fond d'un étang frais que d'être jeté par un misérable pêcheur à la lumière et au soleil d'un monde occupé. De plus en plus près, il s'approchait de la surface. Plus il luttait, plus la barbe cruelle devenait aiguë. Puis, avec une dernière éclaboussure, il se retrouva suspendu dans les airs, se balançant impuissant au bout d'une longue file. Avec un morceau, il est tombé dans un bateau à fond plat, directement au-dessus de plusieurs poissons plus petits. Ah! Une carpe! Cria joyeusement une voix connue. Le plus gros poisson que j'ai attrapé ces 3 lunes. Quelle chance! C'était la voix du vieux Chang, le pêcheur, qui fournissait la table de Monsieur Lee depuis l'arrivée de ce fonctionnaire dans le village du bonheur éternel. Juste un mot d'explication, et lui, Lee, serait à nouveau libre de nager où bon lui semble. Et puis il ne devrait plus y avoir de pique pour lui. Un poisson échappé craint l'hameçon. Je dis, Chang, commença-t-il, à bout de souffle, vraiment maintenant, vous devez me jeter par-dessus bord tout de suite, car, ne voyez-vous pas, je suis Monsieur Lee, votre vieux maître. Venez, dépêchez-vous, je t'excuse cette fois pour ton erreur, car, bien sûr, tu n'avais aucun moyen de le savoir. Vite. Mais Chang, d'un sursaut sauvage, retira l'hameçon de la bouche de Lee et regarda distraitement vers le tas de poissons scintillants, se réjouissant de sa prise et se demandant combien d'argent il pourrait exiger pour cela. Il n'avait rien entendu des remarques de Monsieur Lee, car Chang était sourd depuis son enfance. Vite, vite, je meurs d'envie d'air, gémit le pauvre Lee, puis, avec un gémissement, il se souvint de l'affliction du pêcheur. À ce moment-là, ils étaient arrivés au rivage et Lee, en compagnie de ses compagnons victimes, se retrouva soudainement jeté dans un panier en osier. Oh! Les horreurs de ce voyage sur terre! Il ne restait qu'un tout petit peu d'eau dans cet objet étroitement tissé. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour respirer. Joie des joies. À la porte de sa propre maison, il vit son bon ami Singh qui venait de sortir. Et, Singh, cria-t-il à tue-tête, au secours, au secours. Ce fils de tortue veut m'assassiner. Il m'a ici avec ses poissons, et ne semble pas savoir que je suis là. Lee, son maître, veuillez lui ordonner de m'emmener au lac et de me jeter dedans, car il fait frais là-bas et j'aime bien mieux la vie aquatique que celle sur terre. Lee s'arrêta pour entendre la réponse de Singh, mais aucun mot ne sortit. Je prie votre honneur de jeter un œil à ma prise, dit le vieux Chang à Singh. Voici le meilleur poisson de la saison. Je l'ai amené ici pour que vous et mon honoré maître, Monsieur Lee, puissiez vous régaler. La carpe est son mets préféré. C'est très gentil de votre part, mon bon Chang, j'en suis sûr, mais je crains que le pauvre Monsieur Lee ne mange pas de poisson avant un certain temps.
Il a une grave crise de fièvre. C'est là que tu te trompes, criait Lee depuis son panier en se balançant de toutes ses forces pour attirer l'attention. Je vais mourir de froid. Tu ne reconnais pas ton vieil ami? Aide-moi de ce problème et vous pouvez avoir tout mon argent pour vos douleurs. Et? Qu'est-ce que c'est? Questionna Singh. Attiré, comme d'habitude, par le mot argent. Nuance de Confucius. On dirait que la carpe parle. Quoi? Un poisson qui parle, rit Chang. Eh bien, maître, j'ai vécu près de 60 ans, et un tel poisson ne m'est jamais apparu. Il y a des oiseaux et des bêtes qui parlent, d'ailleurs. Mais des poissons qui parlent? Qui a déjà entendu parler d'une telle merveille? Non, je pense que vos oreilles ont dû vous tromper, mais cette carpe fera sûrement parler quand je la ferai entrer dans la cuisine. Je suis sûr que le cuisinier n'a jamais vu son pareil. Oh, maître, j'espère que vous aurez faim quand vous serez assis jusqu'à ce poisson. Quel dommage que Monsieur Lee n'ait pas pu vous aider à le dévorer. Aide à me dévorer? Hein? Grommela le pauvre Lee, maintenant presque mort faute d'eau. Il faut me prendre pour un cannibale, ou pour une autre espèce de sauvage. Le vieux Chang avait maintenant fait le tour de la maison jusqu'au quartier des domestiques et, après avoir appelé le cuisinier, avait retenu le pauvre Lee par la queue pour que le chef l'inspecte. D'un sursaut puissant, Lee s'arracha et tomba aux pieds de son fidèle cuisinier. Sauve-moi! Sauve-moi! Il criait de désespoir. Ce misérable Chang est sourd et ne sait pas que je suis Monsieur Lee, son maître. Ma voix de poisson n'est pas assez forte pour qu'il entende. Ramenez-moi seulement à l'étang et libérez-moi. Vous aurez une pension pour vie, porte de bons vêtements et mange de la bonne nourriture, tout le reste de tes jours. Écoute-moi seulement et obéis. Écoute, ma chère cuisinière, écoute. La chose semble parler, marmonna le cuisinier, mais de telles merveilles ne peuvent pas exister. Seules des vieilles femmes ignorantes ou des étrangers croiraient qu'un poisson puisse parler. Et saisissant son ancien maître par la queue, il le balança sur une table, ramassa un couteau et se mit à l'aiguiser sur une pierre. Oh! Oh! Cria Lee. Tu vas me planter un couteau. Tu gratteras mes belles écailles brillantes. Tu vas arracher mes jolies nouvelles nageoires. Tu assassineras ton vieux maître. Eh bien? Vous ne parlerez plus longtemps, grogna le cuisinier. Je vais vous montrer un tour ou deux avec la lame. En disant cela, d'un gigantesque coup, il enfonça profondément le couteau dans le corps de la victime tremblante. Avec un cri aigu d'horreur et de désespoir, Monsieur Lee s'est réveillé du profond sommeil dans lequel il était tombé. Sa fièvre avait disparu, mais il se retrouva à trembler de peur à la pensée de la mort terrible qui lui était arrivée au pays des rêves. Merci Bouddha. Je ne suis pas un poisson. Il s'écria joyeusement. Et maintenant je serai assez bien pour profiter du festin auquel Monsieur Singh a convié des invités pour demain. Mais hélas, maintenant que je peux manger la carpe prisée du vieux pêcheur, elle est redevenue moi-même. Si seulement le bien que nos rêves soient devenus réalité, cela ne devrait pas me déranger de rêver toute la journée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.